rendez-vous le 12 et le 13 juillet au Palais des Congrès à Arcachon pour le 2e congrès C'est quoi le bonheur pour vous ? Au programme, 10 conférences passionnantes, 30 stands et 8 ateliers participatifs autour du bonheur, de la gratitude, de la connaissance de soi et de l'amour. Si vous souhaitez prendre votre place, ne tardez pas, rendez-vous sur le site du congrès C'est quoi le bonheur pour vous ? À très vite les amis. Le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous ? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous ? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Salut les amis, j'espère que vous allez bien depuis hier et depuis notre live avec Jérôme Oliveira. C'était hyper sympa, très intéressant, passionnant même j'ai envie de dire parce que il a quand même un parcours lui aussi qui est dingue. Donc si vous voulez le voir, c'est très simple, vous allez soit sur la chaîne YouTube Julien Perron, soit maintenant c'est en accès sur n'importe quel podcast, vous savez, sur Apple Podcast, Deezer, Spotify. C'est vraiment très intéressant. Jérôme notamment qui vient lui aussi comme Maureen donner une conférence au 2e congrès C'est quoi le bonheur pour vous là, qui va avoir lieu le 12 et le 13 juillet au Palais des Congrès à Arcachon. On a vraiment hâte de tous s'y retrouver. C'est vraiment un bon moment. Alors notre première édition maintenant c'était en 2023, c'était vraiment chouette. On était plus de 600 sur place. Beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, beaucoup de déclic. Enfin, c'était humainement, ça redonne foi en l'humanité déjà, tout simplement. Et c'était très fort en termes de changement aussi pour les gens qui sont venus. Donc, on est vraiment content de reproposer cette 2e édition. On a d'ailleurs signé aussi jusqu'en 2027 pour la 3e édition, toujours à Arcachon, pour l'info. Et on a bien l'intention, un peu comme nos autres événements, on a vraiment l'intention que ce congrès perdure dans le temps parce qu'il fait beaucoup de bien. Je vais vous montrer une petite vidéo qu'on a réalisée justement en 2023 et on se retrouve tout de suite après avec Maureen. Tout d'un coup, on rentre dans une salle où il y a beaucoup d'enthousiasme, où c'est joyeux. Je pense qu'on a tendance à se défendre de nos peurs plutôt que les accepter, leur faire de la place et les affronter. Parce qu'on a une vie trop sédentaire. Donc on est tous sur des rails, on nous dit voilà, c'est tout droit. Il faut que les gens osent faire des pas de côté. Le bonheur pour moi, c'est l'alignement. On grandit dans un environnement qui nous apprend à être d'une certaine manière pour pouvoir être aimé. Généralement, on met un masque pour correspondre à notre environnement immédiat. On va essayer de comprendre ce qui se cache derrière ce cœur et comment dans votre quotidien vous pouvez vivre plus pleinement avec un cœur plus éveillé. Comment on peut influencer sa santé, sa vitalité et son amour. Qui sommes-nous ? C'est pas évident de répondre à cette question. Je crois que le bonheur, il va au-delà de soi. Si on veut s'inscrire dans cette vie avec le plus d'épanouissement possible, ce qu'il nous faut, c'est l'amour. Comment vous vous sentez, Arcachon ? Je pense que le bonheur, il est juste là. Tout reprend du sens. C'est juste ça. Et pensez à prendre votre maillot de bain si vous venez parce que la plage est juste en face, donc on aura le temps d'aller se baigner. Je vais faire apparaître Maureen. Salut Maureen. Salut Julien et salut à tous et à toutes. Tu vas bien ? Ah oui, écoute, ça va plutôt bien pour moi, ça va. Magnifique. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet parce qu'on a une petite demi-heure ensemble. Je vais te laisser te présenter, Maureen, pour les gens qui ne te connaissent pas, qu'on sache qui tu es. Oula, grande question. Qui sommes-nous ? Comment j'ai envie de me présenter ? Du coup, moi, je suis Maureen. J'exerce aujourd'hui en tant que thérapeute. Avant, j'étais infirmière. J'ai travaillé en soins somatiques et psychosomatiques. Je suis formée aux thérapies systémiques et familiales dans la relation d'aide, aussi aux violences au sein du couple, à l'emprise et ses dérives, au paradigme relationnel. J'ai fait pas mal de formations autour, en tout cas, de la relation, notamment. Et puis, je suis maman aussi d'un petit garçon de bientôt 10 ans. Et mon expérience de vie fait que j'ai été exposée très tôt à la violence familiale notamment, et à des relations très dysfonctionnelles. Et cette exposition tôt à ces dysfonctionnalités dans le lien ont fait que je pense, pour survivre, j'ai eu besoin de mettre du sens très vite et de comprendre ce dans quoi j'avais grandi, ce à quoi j'avais été exposée. Et c'est ce qui a tissé
quelque part, je pense, hein, mon affinité avec la relation, avec les autres, avec la notion de responsabilité, de co-responsabilité, de lien, de vérité, d'authenticité. Et aujourd'hui, l'histoire d'amour que je vis aussi avec mon chéri, que je connais depuis donc le collège, puisque c'est là qu'on est tombés amoureux et puis on a vécu beaucoup de péripéties aussi dans notre histoire. Ça a aussi fondé quelque part une expérience très initiatique autour de la relation amoureuse. Et j'avais pas du tout prévu de travailler autour du couple et d'accompagner les couples, qui est une grande partie de mon travail, puisque je suis thérapeute de couple notamment et créatrice de contenu sur les réseaux. Où, voilà, je fais beaucoup de contenu autour de la relation amoureuse notamment, mais j'écris aussi, voilà. Et je crois que c'est cette histoire et tout ce qu'on a traversé ensemble et tout ce qu'on est parvenu à en faire, tant de par nos expériences respectives dans l'enfance que de par notre histoire amoureuse et puis notre histoire aussi en tant que coparents, puis après associés. Enfin, voilà, toute cette expérience humaine au travers du couple qui a fait que j'ai construit aussi une grande partie de ma légitimité aujourd'hui à exprimer ce que j'exprime, pas parce que je l'ai appris dans les livres, mais parce que je l'ai appris aussi dans l'école de la vie, quoi, tout simplement. Ouais, exactement. Voilà. Ce que J'allais dire de l'expérience, effectivement, l'école de la vie. Ouais. Le titre de ta conférence, c'est apprendre à s'aimer à travers le couple, hein, si je me trompe pas. Mieux m'aimer grâce à nous. Mieux m'aimer, ouais. Alors pourquoi? Est-ce que tu peux préciser? Parce que moi, je trouve qu'il y a deux teams. Il y a justement cette team dont tu fais partie qui dit que c'est à travers le couple, et puis il y en a d'autres qui auraient pu t'en dire, bah pas forcément. En fait, il y a d'autres chemins, en tout cas, où c'est peut-être un chemin parmi plein. Oui. Alors moi, je dis pas que c'est à travers le couple. Je dis que le couple est l'une de ses voies. Okay. Bien sûr que on peut apprendre à s'aimer au travers de ses relations amicales, de ses relations familiales, de ses relations professionnelles. Enfin, moi, en tout cas, je suis convaincue qu'on apprend à s'aimer au travers de la relation, ça déjà. Ouais. Et que l'idée de s'aimer soi-même, qui est communément admise aujourd'hui et qui fait partie, on va dire, des phrases un peu leadeuses dans le courant du dev perso, apprends à t'aimer toi-même avant d'aimer les autres. Je trouve qu'elle est vraie dans une certaine mesure, vu qu'elle parle à beaucoup de gens et qu'apparemment elle marche pour beaucoup de gens, mais en tout cas, elle n'était pas vraie pour moi. Okay. Et elle n'est pas vraie pour beaucoup d'autres personnes aussi qui, je pense, pensent aussi comme moi. Et dans mon histoire de vie, j'ai trouvé cette phrase extrêmement culpabilisante et pas forcément réaliste avec ce à quoi certaines personnes sont exposées très tôt et très vite dans le lien, à savoir de la violence, à savoir voilà, du désamour, de la maltraitance. Et du coup, moi, ma grande question, c'était mais comment je peux apprendre à m'aimer moi-même si depuis le début, j'ai été traitée, excusez-moi de l'expression, mais comme une merde? Comment je à me percevoir avec de la valeur si les premières personnes de ma vie qui étaient censées m'apporter de l'amour, de la considération, de la reconnaissance, de la joie, de la sécurité ont finalement été des personnes dangereuses pour mon intériorité. Donc moi, ma question, elle partait de là et je me suis rendu compte que mon couple, très tôt, en fait, avec Paul, a été un premier espace d'exploration au sein duquel j'ai commencé à réaliser au travers de lui à l'époque que j'étais finalement quelqu'un dont on pouvait tomber amoureux, quelqu'un pour qui la parole avait un sens, avait de la valeur, c'est-à-dire que chez moi, tout ce que je pouvais dire ou toutes les questions que je pouvais poser, voilà, c'était rien, c'était débile, c'était nul, c'était voilà. Alors que là, au contraire, c'était valorisé, ça avait du sens, on y accordait de la présence et de la considération, du respect. J'ai commencé à découvrir tout ça. Et puis bon, mon jeune âge et mon immaturité de l'époque et puis les violences auxquelles j'étais confrontée a fait que j'ai eu besoin de les externaliser dans mon propre couple et c'est ce qui a posé beaucoup de difficultés dans notre relation avec Paul à l'époque. Mais en tout cas, il y a eu cette première expérience. Et puis après, j'ai eu une prof de philo, j'ai eu une psy, j'ai eu des gens qui, au travers du lien humain, m'ont renvoyé des aspects de moi qui n'étaient pas si dégueulasses que ça. Et je crois que c'est, moi, l'idée que je défends, c'est que c'est au travers de la relation qu'on peut avoir l'opportunité d'apprendre à s'aimer. Et soit avec nos parents dès le début, soit avec d'autres personnes sur lesquelles on va pouvoir projeter un attachement sécurisant et avec qui il va pouvoir avoir une sécurité dans le lien humain. Et que cette course infernale de vouloir à tout prix s'aimer soi-même, comme si c'était le Graal absolu et que c'était facile et qu'il y avait juste à lire 3 bouquins, tu vois, faire 3 conférences et puis non, tu vois, enfin c'est une expérience, c'est un travail de tous les jours et c'est pas parce que je m'aime pas complètement moi-même que je peux pas prétendre
à tomber amoureux ou amoureuse, à être aimé. Et moi, c'est ça mon idée, c'est vous avez le droit de rentrer dans l'expérience initiatique qu'est le couple, même si vous n'êtes pas parfaitement abouti, même si vous n'êtes pas parfaitement réparé, même si vous n'êtes pas parfaitement bien dans vos baskets, parce que c'est une expérience relationnelle au sein de laquelle vous allez pouvoir vous révéler, vous allez pouvoir vous découvrir, vous allez pouvoir vous choisir ou choisir l'autre, choisir le lien, vous allez pouvoir restaurer des parties de vous qui ont été meurtries ou abîmées ou saccagées dans l'enfance. Vous allez avoir un espace de restauration par le lien à l'autre. Et ça, c'est vraiment ce que je prône. Et évidemment, il y a plein de gens qui sont pas d'accord, ils ont le droit. Et il y a des gens qui résonnent aussi avec ces idées-là. Ouais, je suis d'accord avec toi. Alors moi, dans le fond, je suis vraiment en raccord avec toi. Je précisais juste que je pense qu'effectivement, il y a plein de chemins parce que c'est très dépendant aussi d'un individu à un autre. Là où je te rejoins aussi, c'est que je pense qu'il y a quand même beaucoup d'entre nous qui ont des traumatismes liés à notre enfance, et peu importe ce que c'est comme trauma, mais globalement, on est quand même plus de 50% de la population à avoir des traumas d'enfance qui se révèlent très souvent dans le lien et encore plus d'ailleurs dans le couple. Là encore, je suis très raccord. Et moi, je prône aussi quelque chose à me dire que pour moi, en fait, tout part de l'éducation. Tu vas dire ça, c'est revenir à dire aussi que tout part de l'éducation. Et tu vois bien que, tu l'as vécu sûrement, et peut-être encore maintenant dans ton couple, tu vois bien comme c'est challengeant, en fait, quand ça arrive à un moment donné, comme ça dans ton couple, tu peux avoir des bombes émotionnelles, c'est qui explosent, qui est pas du tout dépendant, en fait, de ton homme, mais qui est juste des traumas que tu as eu dans ton enfance. Et là, moi, ce que je me demande à travers ce que tu dis, ce que tu fais, tes activités, est-ce que tu apportes aussi cette dimension de ça va être costaud, les amis, quoi. Préparez-vous, en gros, quoi. En tout cas, je pense que c'est vraiment ce qui ressort tant dans mes ouvrages, quand le couple répare, j'y vais franco, hein. Ouais. Et je dis, attention, ça va être costaud. Ouais. Il y a même certaines personnes qui font partie notamment de mes détracteurs sur les réseaux, qui peuvent avoir le sentiment d'ailleurs que je préviens un peu trop que ça va être costaud et que du coup, implicitement, je peux inductionner l'idée que ça va être costaud. Parce que c'est vrai que moi, une de mes croyances, c'est probablement une croyance personnelle, mais c'est aussi ce à quoi j'ai été exposée et ce que j'observe tous les jours en thérapie avec les gens que j'accompagne, c'est que c'est aussi l'épreuve qui nous permet de nous prouver à nous-mêmes et à la relation, et qui permet aussi de prouver à l'autre qu'on est en mesure d'œuvrer ensemble. S'il n'y a pas d'épreuve, s'il n'y a pas de dispute, s'il n'y a pas de réveil de nos douleurs, comment on peut prétendre les réparer? Alors soit il n'y a rien à réparer, mais bon, ça j'y crois difficilement. Même les chiffres, les stats qui nous disent il y a que 50% de la population, moi j'y crois pas. Enfin, moi je pense qu'on est quasiment tous traumatisés d'une manière ou d'une autre, ne serait-ce que sur le plan transgénérationnel avec ce qu'on porte. Et derrière ça, évidemment que ce que je ne cesse d'exprimer aux gens, et c'est la raison pour laquelle je les invite à travailler sur eux, dans leur couple, individuellement, et au travers de la relation, j'essaye d'envoyer l'idée que le couple, c'est tout sauf de la facilité, à mon sens, parce que je me retrouve à relationner avec une personne qui généralement est différente de moi. Pour un peu qu'on s'accorde sur nos valeurs, généralement, cette personne, elle est quand même sacrément différente de moi. Elle n'a pas forcément la même perception de la vie, elle n'a pas les mêmes réactions, elle n'a pas les mêmes résonances. Je me retrouve à relationner avec une personne qui, sans le vouloir, la plupart du temps, va, comme tu le disais, révéler et réveiller des choses de mon histoire personnelle, de mes carences, de mes besoins, de mes peurs, de tout ce qui n'a pas été assouvi dans l'enfance, de mes manquements, mais comme des choses extraordinaires, comme des choses merveilleuses. Voilà, donc il y a aussi tout cet aspect-là. Il y a tout ce à quoi va être exposé un couple au sein de notre société aussi, les injonctions, les jugements, la pression financière si on vit ensemble, le vivre ensemble aussi, la notion de territoire, il y a la famille, la belle famille, la coparentalité, famille recomposée ou pas. Enfin, il y a tellement d'enjeux autour, donc c'est pour moi, l'expérience du couple, mais comme l'expérience de la coparentalité, comme l'expérience d'une très grande amitié qui s'inscrit dans le temps, comme l'expérience d'une association professionnelle, c'est quand même quelque chose qui va nous bousculer dans nos émotions, dans nos affects, dans notre héritage, dans nos loyautés familiales. Et donc, évidemment, que je passe mon temps à dire, le couple, c'est pas juste fluide, juste facile, juste tout va bien, juste tu réponds à mes besoins, juste t'es comme ce que je veux que tu sois. Enfin, non, en fait. Sinon, dans ce cas-là, on vit tout seul, quoi. Tu vois. Ouais, c'est clair. Non, je te dis ça parce qu'on n'est pas préparé à ça, en réalité. Je pense que, tu vois, on pourrait, notamment quand je dis tout part de l'éducation, on pourrait nous amener dans cette dimension où nous soulever un peu tout ça, au même titre qu'on pourrait apporter le savoir-être et la connaissance de soi aussi le plus tôt possible, qui nous permettrait, donc c'est hypothétique, peut-être de nous rencontrer aussi de manière très différente. Tu vois, si je me connais mieux le plus tôt possible,
il y a de fortes chances aussi que j'ai appris à mieux connaître les gens. Et donc, du coup, les relations, qu'elles soient amicales ou amoureuses, seraient probablement différentes aussi. Oui, complètement. Je crois aussi que d'une manière ou d'une autre, en effet, on n'est pas du tout accompagné dès l'enfance dans notre société, à commencer par le système institutionnel, l'école. On n'est pas du tout invité à rentrer en contact avec l'autre. À envisager que cette altérité, elle a quelque chose à nous enseigner, elle a quelque chose à nous transmettre, elle a quelque chose à nous apporter, elle peut nous inspirer, elle peut nous élever, elle peut contribuer à restaurer. Et donc, si elle a ce pouvoir, j'ai aussi ce pouvoir à son égard. Et donc, si j'ai du pouvoir, j'ai aussi de la responsabilité. Et donc, je crois qu'en plus, en France, on est quand même sacrément à la masse, parce que dans d'autres pays, je pense aux pays nordiques, ils sont quand même bien plus évolués et avancés que nous concernant l'éducation. Notamment. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas aidé. On n'est pas aidé, nos parents ne nous aident pas, l'école ne nous aide pas, le système et la société ne nous aident pas, les gouvernements ne nous aident pas. Donc, c'est vraiment... ça, je trouve que c'est une impulsion qui part Enfin, je pense que la plupart du temps, c'est peut-être pour celles et ceux qui s'y intéressent véritablement et qui cherchent cette quête, ça part d'une nécessité. Pour moi, ça part d'une impulsion, tu vois, interne, d'une nécessité à vouloir autre chose, à espérer autre chose, à songer à autre chose, à envisager autre chose. Et c'est cette recherche d'autre chose qui fait que je vais commencer à m'ouvrir, je vais commencer à dérétrécir mes conditionnements, mes filtres de perception, le système éducatif dans lequel j'ai grandi, voilà, et qui va commencer et s'il y avait autre chose, et si une autre voie était possible. Et aujourd'hui, dans l'ère dans laquelle on évolue aussi, il y a un lissage. Voilà, il y a deux pensées binaires qui s'opposent et puis la nuance, elle est pointée du doigt. Donc moi, je dis au contraire aux gens, retrouvez du pouvoir, écoutez bien sûr ce que les uns et les autres ont à dire, toujours. Moi, je pense que c'est important d'écouter pour se faire un ami, pour se faire un avis et développer son esprit critique. Et je crois que c'est la base en fait du respect relationnel, même si on n'est pas du tout d'accord avec certaines idées, ça demande une vraie dextérité émotionnelle et relationnelle d'arriver à entendre l'autre. Et en même temps, pour moi, c'est la base de la considération humaine. Et c'est ce qui permet de ne pas s'essentialiser les uns les autres, au travers de nos idéologies respectives, parce qu'il y a beaucoup d'idéologies aussi aujourd'hui. Et en même temps, restez connecté à votre pouvoir, restez connecté à vous-même, à vos espérances, à vos valeurs, à votre vision du monde, à ce en quoi vous croyez et à l'espace en lequel vous avez envie de contribuer en ce monde. C'est aussi ça, voilà. Qu'est-ce que j'ai envie de mettre comme pierre à l'édifice dans ce monde, quoi. Tout à fait. Tu sais, dans la notion du couple, dans mes histoires personnelles, et parce que c'est un sujet qui m'intéresse, comme je te disais avant qu'on commence le live en off, j'en suis arrivé à une conclusion personnelle qui est assez récente. Je me suis dit, peut-être que c'est différent pour toi parce que vous êtes rencontrés au collège, mais je te partage ma réflexion. Je me suis dit, peut-être qu'avant de se mettre en couple, tu sais, on devrait faire un peu comme tourner manège. J'ai pas la ref. Ok. En fait, l'idée, ça serait de poser dès le départ, avant de se lancer, là où on en est, en fait, tu sais, mais en toute authenticité, en toute transparence. Je sais pas, au niveau de ma sécurité financière, matérielle, émotionnelle, mes traumatismes, est-ce que j'ai, tu vois, notion de tout ça? Tu vois ce que je veux dire? De poser un peu c'est quoi tes valeurs, c'est quoi tes limites, c'est quoi tes besoins, tu vois, de poser ce truc-là. Parce que je me dis peut-être que ça permettrait de donner un GPS et de voir, ok, je suis ok, vas-y, on part dans cette direction, j'ai les bases. Et puis, après, c'est le jeu de la vie et puis on essaie de faire du mieux qu'on peut, quoi. Alors, je comprends de ouf. Je comprends. Mais moi, ça me soulève plein de questionnements. C'est-à-dire que je vois complètement, et je crois que c'est un peu ce qu'a tenté de faire les sites de rencontres. Les sites de rencontres, c'est un peu sur ça que c'est construit. C'est dis-moi qui tu es avant qu'on se rencontre, et puis je verrai si déjà ça vaut le coup qu'on se rencontre. Et du coup, je pense à Charles Pépin, qui est un très grand philosophe, et qui explique aussi assez bien comment cette tentative de reprise de contrôle, en fait, sur ce qu'on ne maîtrise pas, à savoir la rencontre avec l'autre,
et toutes ces particularités, en fait. Et tant dans les choses qu'on aime que dans les choses qu'on n'aime pas, c'est aussi ce qui nous permet de connecter à des parties de nous qu'on n'aurait peut-être pas connectées si on n'était pas passé par cette rencontre spontanée avec l'autre. Donc, bien sûr que c'est super si on est en mesure, dès le début de la relation, on l'est pas toujours, si on est en mesure, dès le début de la relation, de pouvoir, respectivement, avec authenticité, avec sincérité, avec vérité, se dire, écoute, voilà, moi, aujourd'hui, j'en suis là dans ma vie, j'en suis, ok, bon, ça demande une certaine sécurité intérieure que tout le monde n'a pas, tout de même. Ça demande un courage et une aptitude à être authentique dans un monde où la plupart d'entre nous, sur le premier espace, je sais pas toi, mais moi la première, c'est-à-dire que j'ai beau en tout cas envisager d'être quand même quelqu'un de très accessible et très authentique, je peux pas aller à l'encontre de mes défenses, tu vois. Et donc il y a plein de choses dans mon comportement, dans mon attitude, dans mon caractère, quand je connais pas les gens, quand je rencontre, j'ai plein de micro-comportements, de micro-pensées, de micro-jugements même parfois, qui sont bien au-delà de ce que je peux maîtriser parce que c'est mon inconscient et c'est mes défenses et je peux pas aller au-delà de ça. C'est ça aussi être un être humain, tu vois. Donc, et puis je crois aussi que si on savait, enfin moi si à l'avance j'avais su tout ce parcours on allait traverser avec Paul, mais j'y serais pas allée. Et je me dis, mais quel dommage! Si j'avais su, avant d'avoir mon fils, tout ce par quoi j'aurais dû, tout ce que j'aurais traversé, mais j'y serais pas allée. Si j'avais su l'entrepreneuriat avant de me lancer, mais j'y serais pas allée. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est-à-dire que je crois aussi le fait de se laisser porter par l'expérience de la vie et de lâcher notre contrôle qu'on développe, mais fois 1000 aujourd'hui, et que la société et que les gouvernements aujourd'hui, mais on est paroxystique là, c'est exponentiel, c'est de plus en plus. Et là, on sait même plus qu'est-ce qu'on va pouvoir contrôler, quoi. C'est délirant. Je crois que ça nous fait passer à côté de l'essence, en fait. Ah, c'est intéressant. Oui, effectivement, je suis en partie d'accord avec toi, notamment dans la notion de côté un peu naturel. De mon expérience, j'ai le sentiment que de relation en relation, c'est de mieux en mieux. Tu sais, et ça se fait en fait de manière très naturelle pour le coup. Mais est-ce que t'as pas l'impression que justement tes relations passées, avec qui tu n'es peut-être plus, avec qui ça a peut-être été difficile, admettons, est-ce que t'as pas le sentiment qu'elles ont contribué à ton expérience aujourd'hui et au fait que tu es devenu l'homme que tu es, tu vois? Très clairement, mais comme toutes les relations, les amis, les gens avec qui je travaille, bien évidemment, c'est sûr. Et alors après, je sais pas, peut-être que toi, tu as la réponse parce que du coup, tu as des clients, des patients qui viennent. Je sais pas si tout le monde a cette possibilité, une fois qu'une relation est terminée, d'en retirer, tu sais, la substantifique moelle, le côté vraiment expérientiel. Qu'est-ce que j'en retire? Qu'est-ce qui était vraiment positif? Et qu'est-ce qui va m'aider, tu sais, par exemple, pour la suite? Est-ce que c'est une majorité d'entre nous? Parce que moi, j'ai pas forcément cette impression. Moi, mon impression, elle est biaisée. Déjà, je peux pas tirer une généralité sur juste le nombre de personnes que j'accompagne proportionnellement par rapport au monde. Ensuite, j'imagine qu'on accompagne aussi, on rentre en résonance avec les gens qui résonnent déjà avec nous. Donc, les gens qui croient pas en mes idées, ils viennent pas me voir. Donc, déjà, les gens qui viennent travailler avec moi, ils sont déjà, pour la plupart, convaincus par ce que je porte et ce que je prône. Je pense pas que j'ai une vision globale de ça. Je peux partager une opinion. Qui est juste une opinion, du coup, et qui doit être recontextualisée en tant que telle. Moi, je crois qu'on n'a pas toujours... Alors, je crois plusieurs choses. Déjà, je crois en la notion du temps. C'est-à-dire que je pense à des ruptures, par exemple, dire aux gens qui viennent de se séparer, qui ont perdu l'amour de leur vie, qui ont le sentiment de mourir, t'inquiète pas, ça va passer, tu rencontreras quelqu'un d'autre, tu seras heureux ou heureuse, c'est passer complètement à côté de leur souffrance, c'est être dans le déni, et c'est ne pas savoir gérer son sentiment d'impuissance face à la souffrance de l'autre. Je crois qu'il y a besoin de temps, parfois on a besoin de semaines, de mois, d'années pour deuiller des relations, pour deuiller des fins, surtout en tant qu'être humain, voilà, notre peur de la finitude de la mort, c'est quand même assez dingue. Et du coup, je crois qu'il y a cette notion de temps. En même temps, une autre partie de moi nuancée dit ouais, mais le temps, ça fait pas tout. C'est-à-dire qu'il peut se passer 20 ans, si j'en fais rien, il aura beau se passer 20 ans, j'en ai rien fait et je peux rester, voilà. Donc, il y a aussi une notion pour moi de choix, et c'est un peu le principe de la logothérapie, c'est-à-dire remettre du sens, voilà, par le biais du langage, par le biais des mots, aussi la notion du discours narratif. Comment je me raconte l'histoire à propos de mon passé, de mon enfance, comment je vais décider par le choix de ma narration
à alchimiser en fait, à transformer le plomb en or et donc à faire de mes épreuves, à faire de mes douleurs quelque chose de profitable pour mon être. Bon, et puis après il y a la vérité aussi sociopolitique, c'est-à-dire qu'on n'est pas tous égaux contrairement à ce qu'on pense, et c'est pas toujours une question de pouvoir personnel. C'est ça qui m'énerve dans le dev perso, c'est qu'en fait ça cherche à nous redonner du pouvoir et c'est super dans une certaine mesure, mais à un moment donné c'est complètement coupé de la réalité humaine qui fait qu'on est aussi des êtres de souffrance, qui a aussi, comme diraient certains philosophes, un côté dramatique à la vie humaine. Il y a quand même quelque chose de l'ordre du dramatique. Et donc, pour certaines personnes, voilà, il y a aussi cette vérité-là. Il y a où est-ce que j'ai grandi. Est-ce qu'on m'a permis de mettre des mots enfant sur mes émotions? Est-ce qu'on m'a permis de développer ma résilience enfant? Est-ce qu'on m'a exposé à des modèles qui, d'une manière ou d'une autre, ont pu me permettre de développer cette conscience-là? Est-ce que je suis protégée des processus de survie? Il y a des gens, ils n'ont pas le luxe de pouvoir se poser des questions comme on s'en pose. Là, il y a des gens actuellement qui sont juste en train de chercher de l'eau et de se protéger de bombes. Donc, ils vont pas, comment dire, on n'est pas tous égaux et on peut pas. Il y a quelque chose de multidimensionnel et aujourd'hui c'est aussi ça, c'est-à-dire qu'on essaye de répondre. Alors déjà, on confond beaucoup croyances personnelles, opinions personnelles avec vérité en soi, et puis on passe complètement à côté de la multidimensionnalité de l'être humain, où on devrait regarder les choses par le biais de la philosophie, les mathématiques, la psychologie, la spiritualité, enfin voilà, toutes ces dimensions-là en fait. Tout à fait. Mais moi, pour moi, le développement personnel englobe en réalité tout ça, quoi. Je crois que c'est plutôt une déformation, sûrement de l'évolution du développement personnel, parce que clairement, il évolue. Moi, à l'époque, donc je suis né en 78. Tu vois, ma mère, elle nous interdisait de parler de yoga et de méditation quand on était mômes autour de nous, parce que on était catégorisés de, tu vois, un mouvement sectaire ou de gens un peu bizarres, quoi. Donc, il y a une vraie évolution. Il y a plein d'exemples comme ça. Peut-être que ça s'est transformé avec le temps, c'est possible, parce que c'est devenu un marché, en réalité. Il y a des gens qui font de l'argent, en fait, sur le développement personnel. Mais je pense que si on revient vraiment au fondement, comme moi je le souhaite, c'est-à-dire d'amener le savoir-être et la connaissance de soi le plus tôt possible dans notre société, là, on s'écarte, en fait, de ce que tu dis, à mon sens. Oui, probablement. Peut-être que c'est une notion sémantique, finalement. Il y en a pour qui ce que tu décris, c'est de l'ordre de la religion. Il y en a d'autres pour qui c'est de l'ordre de la spiritualité. Donc, la finale, c'est comment on s'accorde sur des mots. Si on est tous là et qu'on participe tous à ce congrès, c'est que déjà, on se rejoint sur l'idée qu'il y a quelque chose à faire ensemble et qu'on peut tous s'inspirer et s'apporter mutuellement. Donc, bien sûr qu'on se rejoint. Moi, je crois que là où j'essaye plus d'alerter aujourd'hui, c'est dans toutes les dérives, en fait, que j'observe en tant que thérapeute, déjà, pour accompagner des gens dans la relation. Et je vois bien à quel point, à un moment donné, ça atteint une certaine limite, moi, dans mon film de perception et avec la définition que je fais du dev perso. Mais peut-être, en effet, que c'est qu'une question de langage et qu'on est profondément OK sur la perception globale. Et en même temps, je crois aussi qu'on doit réaccepter en tant qu'être humain qu'on a le droit de pas être d'accord. Et aujourd'hui, tu vois, il y a aussi ça. Il y a qu'on a du mal à s'entourer de personnes professionnellement ou personnellement qui sont pas d'accord avec nous. Alors que justement, c'est ce qui enrichit le débat. Aujourd'hui, tu vois, on n'est plus dans le débat. Il n'y a plus de débat. Il n'y a plus de débat parce qu'en fait, l'opinion divergente, elle n'est pas permise. Et si elle est émise, alors du coup, elle est pointée du doigt et on la fout dans des classes, en fait. Voilà. Et c'est ça qui est affolant. Je me dis, mais c'est génial de ne pas être d'accord. Déjà, ça montre. Voilà, on a des perceptions différentes. Ça montre aussi que ah ouais, c'est vrai, putain, j'avais jamais vu les choses comme ça. Bah écoute, je sens que j'y planche pas complètement dedans et en même temps, ça éveille ma curiosité. Tu vois, ça me questionne. Mais c'est trop bien. Enfin, quelle richesse humaine en fait. Et puis de rester en lien malgré des désaccords. Bah pour moi, ça montre une très grande intelligence émotionnelle en fait. Ah oui, mais tu prêches un convaincu. Je le dis d'ailleurs justement dans le couple. Je trouve qu'on devrait être d'accord de pas être d'accord. Ouais. Oui, mais c'est encore chercher à être d'accord. Moi, je dis, on devrait accepter, des fois, l'inconfort, juste du désaccord. Tu vois, et c'est pas grave. Voilà. C'est ça. Et en fait, il n'y a rien de grave. Bon, bah, ok, on n'est pas d'accord, puis on passe à autre chose. Mais c'est pas grave en soi, quoi. Est-ce que parce que je vois que le temps file, là, il nous reste quelques minutes. Est-ce que tu peux nous
nous teaser rapidement ce que tu vas dire pendant ta conférence au congrès C'est quoi le bonheur pour vous? Alors là, c'est une question très compliquée que tu me demandes, parce qu'à chaque fois que j'interviens dans des conférences ou des festivals ou quoi, je sais pas ce que je vais dire parce que je travaille beaucoup à l'instant. Oui, moi aussi, c'est pareil. Je peux te dire, voilà, moi je fais vraiment avec le moment et c'est pour ça que c'est toujours très difficile quand on me dit Maureen, tu peux dire une description, ce que tu vas faire, mais c'est compliqué parce que moi j'adore justement le côté spontané et moi j'adore interagir avec le public aussi. Donc voilà, je peux prévoir quelque chose et finalement sur le moment ça va aller complètement dans autre chose, mais globalement, ce que j'ai envie de transmettre en tout cas et de partager, c'est évidemment ma vision du développement relationnel, ma vision de la relation humaine, ma vision de la nécessité aujourd'hui vitale, même d'un point de vue politique en fait, de commencer à s'intéresser davantage à cette altérité qui nous effraie tant, ou qu'on n'arrive pas toujours à voilà, contrôler, à tenir, et c'est ça qui nous angoisse. Et voilà, on a chacun nos systèmes de défense par rapport à ça. Bien sûr que j'aimerais pouvoir parler du couple, parce que c'est vraiment une dimension qui me passionne et que je trouve incroyable et extraordinaire. Donc pouvoir partager un petit peu ma vision du couple et ce que j'estime, enfin ce que j'envisage qu'elle apporte, voilà, cette vision au monde, au travers de la philosophie couple allié notamment. Et puis après, j'ai envie de me laisser porter aussi peut-être par les réflexions des gens, les questions des gens. Voilà, et puis la spontanéité de la vie. Puis je vais peut-être vivre un truc la veille ou l'avant-veille qui va me dire « Ah là là, il faut que j'en parle » et tout. Voilà, donc se laisser l'espace. C'est tout ce que j'aime. Je trouve qu'on n'est pas beaucoup, tu vois, à faire des confs spontanés, parce que moi, j'en fais partie aussi. Et je trouve que tu donnes un très bon exemple. Il peut se passer quelque chose même 2-3 heures avant que tu arrives, tu sais. Complètement. Et qui va être super intéressant, en gros, à dire de manière très spontanée pendant la conf. Donc ouais, je suis d'accord avec toi. Tu ouvres le congrès, d'ailleurs, pour ceux qui ne le savaient pas. Donc le 12 juillet, c'est toi qui ouvres le congrès. Grosse angoisse d'ailleurs, grosse responsabilité. J'ai vu ça, je me suis dit, non mais il est sérieux là, Julien? Ouais. Ça va très très bien se passer, j'ai pas de doute, t'inquiète. Merci beaucoup Maureen, c'était chouette de discuter avec toi. Merci beaucoup. Merci à toi et merci à tous et à toutes qui ont été présents et qui seront là aussi peut-être en replay. Et puis merci beaucoup pour ta confiance et puis pour ton invitation. Voilà. Avec joie, avec joie. Je te dis à très vite, on se retrouve dans 45 jours. Carrément. Belle journée. Au revoir. Ciao. Et voilà les amis, c'était Maureen Meillet. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Personne que j'apprécie beaucoup, j'adore son énergie, sa façon aussi de voir les choses. Vous avez un petit aperçu de qui est Maureen. Et donc, elle ouvre le congrès le 12 juillet, c'est à 9h30 précisément. C'est au Palais des Congrès à Arcachon. Si vous voulez venir, il reste encore des places, je crois qu'il reste 80 places. Vous tapez congrès, c'est quoi le bonheur pour vous, dans un moteur de recherche et vous tomberez directement sur le site. Je vais vous laisser avec cette petite vidéo qu'on a réalisée en 2023 pour la première édition. Et puis on se retrouve d'ici quelques semaines maintenant pour un prochain live. Passez une belle journée, une belle soirée, une belle matinée là où vous êtes au moment où vous allez l'écouter ou le regarder. Ciao, ciao. Tout d'un coup, on rentre dans une salle où il y a beaucoup d'enthousiasme, où c'est joyeux. Je pense qu'on a tendance à se défendre de nos peurs plutôt que les accepter, leur faire de la place et les affronter. Parce que on a une vie trop sédentaire. Donc on est tous sur des rails, on nous dit voilà, c'est tout droit. Il faut que des gens osent faire des pas de côté. Le bonheur pour moi, c'est l'alignement. On grandit dans un environnement qui nous apprend à être d'une certaine manière pour pouvoir être aimé. Généralement, on met un masque pour correspondre à notre environnement immédiat. On va essayer de comprendre ce qui se cache derrière ce cœur et comment dans votre quotidien vous pouvez vivre plus pleinement avec un cœur plus éveillé. Comment on peut influencer sa santé, sa vitalité et son amour. Qui sommes-nous? C'est pas évident de répondre à cette question. Je crois que le bonheur, il va au-delà de soi. Si on veut s'inscrire dans cette vie avec le plus d'épanouissement possible, ce qu'il nous faut, c'est l'amour. Comment vous vous sentez, Arcachon? Je pense que le bonheur, il est juste là. Tout reprend du sens. C'est juste ça. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour prolonger l'expérience C'est quoi le bonheur pour vous et continuer votre cheminement sur la connaissance de soi, je vous invite vivement à lire mon livre C'est quoi le bonheur pour vous, que vous trouverez dans toutes les librairies. Jouez et amusez-vous avec le jeu de cartes entre amis, avec des inconnus, dans le monde de l'entreprise, à l'école. Regardez le film C'est quoi le bonheur pour vous. Et surtout, prenez soin de vous. Je vous souhaite un merveilleux voyage vers vous-même.